Après plusieurs mois d'absence, me revoici de retour. Me revoici désormais dans Tac au Tac. Tac au Tac, c'est des questions directes pour de réponses directes. Retrouvez-moi, Nicole Pochot, désormais dans Tac au Tac sur Congo Web Télévision. Très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Une année s'achève, une autre commence. La raison pour laquelle l'émission Tac au Tac vous présente CV le meilleur des prospérités et longévité, succès pour cette année 2020. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de renouveler votre confiance à ce programme ainsi qu'à cette grande équipe qui vous produit des émissions, des questions de l'heure. 2020, une année d'action. Tac au Tac vous laisse parler librement. Je vous laisse suivre les moments forts de l'émission Tac au Tac au cours de l'année 2019. Tout de suite, le rétro. Dernièrement, on a assisté à deux meetings, l'un de la majorité et l'autre de l'opposition. Il y a eu de la mobilisation de part et d'autre. Mais pourquoi ces bras de fer populaires, alors que tous les deux vous parlez du dialogue? Oui, madame, je crois que l'opinion se souviendra depuis 1960, il y a toujours le camp, je l'ai toujours dit, de ceux issus de la philosophie politique de Kimpa Vita, du prophète Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba et finalement de Mzee Laurent Désiré Kabila, ceux-là qui se sont battus pour l'intérêt de la nation, pour l'aspect existentiel de l'État congolais comme État. Si aujourd'hui nous appelons Congolais, parce qu'il y a Kimpa Vita déjà à l'époque qui a résisté contre l'hégémonie des colonisateurs, il y a le prophète Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, nous avons acquis l'indépendance. Mais vous constaterez déjà en 1960, il y a certains de nos compatriotes congolais malheureusement et d'autres sont encore acteurs politiques actuellement qui ont assassiné la démocratie. Ils étaient encore trop jeunes, avaient 22 ans, 23 ans. Ils ont préféré assassiner Lumumba, ils ont préféré faire un coup de force avec Mobutu pour instaurer une dictature dont M. Etienne Tshisekedi. Il faut reconnaître, c'est son passé politique. Encore une fois, pour nous les jeunes, tout ce que nous disons, tout ce que nous posons, nous devons nous dire que ça doit nous accompagner pendant tout notre parcours politique. Si aujourd'hui nous les jeunes leaders, nous prenons le dialogue parce que nous savons que nous voudrions toujours être les pacificateurs, mais aussi les défenseurs de notre patrie. Alors, vous verrez que le meeting qu'il y a eu, le meeting de Tata Raphaël, c'était un meeting de la lignée politique de l'Umumbiste, des Kabilistes, de Kimpa Vita et du prophète Simon Kimbangu. Et le meeting des triomphants, eh ben, c'est le meeting de ceux qui avaient pris le pouvoir par la force en 1961 et vous imaginez que Tshisekedi fasse le meeting là où il avait justifié la pendaison d'un premier ministre dans ce pays, Évariste Kimba. Ça, c'est de l'histoire que les jeunes doivent connaître. Tshisekedi estime qu'il faut, pour des raisons de trahison d'État, je ne sais pas, il faudrait qu'un jour que l'opinion puisse savoir qu'est-ce que ces gens ont trahi contre la République. Il a justifié, autorisé la pendaison en tant que ministre de la Justice d'un premier ministre, Évariste Kimba, et des membres du gouvernement, Mahamba et les autres. Au même endroit, 56 ans après, c'est-à-dire, disons, 50 ans après, prise une année, soit c'était le 2 juillet, donc c'est-à-dire quelques mois seulement, c'est vraiment comme l'on dit, les criminels qui reviennent sur le lieu du crime. Mais vous ne trouvez pas qu'on vous oublie déjà? Il y aura dialogue avec ou sans vous? Madame, je vous rassure qu'il n'y aura pas de dialogue sans nous. Ce qui est en train de se passer, c'est une vaste blague. Il n'y aura pas de dialogue sans nous. Mais la majorité a déjà un interlocuteur en face, un Vital Kamerhe. Vous avez perdu. Non, non, vous savez, aujourd'hui, Vital Kamerhe, lui, est en perte de vitesse. Je ne veux pas parler des individus, ma foi, mais laissez-moi dire que ce qu'il a dit hier et ce qu'il fait aujourd'hui les contredit et les met en très mauvaise posture par rapport au peuple. Je vous ai dit que nous allons au dialogue pour résoudre une question. Défendre, protéger notre constitution, défendre la démocratie et promouvoir l'alternance le 19 décembre. Et si c'est cela que Vital Kamerhe est allé chercher là-bas, oh, bravo. Mais si c'est autre chose, l'avenir nous en dira plus. Le peuple d'abord, c'est le slogan qui est même affiché devant votre siège.
Mais ce peuple est apparemment pris en otage par la politique, de part et d'autre, majorité opposition. Mais la culture congolaise n'est plus valorisée à l'étranger. N'avez-vous pas pris ce peuple en otage? D'abord, je tiens à vous expliquer ce que signifie le peuple d'abord. Vous devez comprendre que l'UDPS, c'est un parti socialiste. Qui dit parti socialiste, on s'occupe principalement de la population, du peuple. Savez-vous que les principes en social-démocratie, c'est l'égalité, la solidarité, j'en passe. Donc, vous allez comprendre qu'au niveau de l'UDPS, nous nous intéressons plus de la population, de l'être humain, qui est un instrument pour développer notre pays. Et si vous dites qu'aujourd'hui le peuple est pris en otage par les politiques, moi j'ai dit non. Aujourd'hui, moi j'ai dit, je regrette que notre peuple ne s'intéresse pas de la politique. Notre peuple ne s'intéresse pas plutôt de la politique. Il faut travailler dans le sens de faire comprendre à tout le monde que la politique d'un pays, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire en tout cas de tout le monde. Ce que les gens racontent là n'est pas vrai. Lorsque vous demandez aux gens de ne plus s'intéresser de la politique de leur pays, mais à quoi vous vous attendez? À quel résultat vous voulez? On va laisser place à des politiciens malhonnêtes qui lèchent les entreprises de l'État, qui pillent les comptes du trésor public parce que ce peuple ne va se résumer qu'à aller déposer le bulletin dans l'urne. On aimerait avoir un peuple actif sur le plan politique. Un peuple qui sait scruter, cerner, discerner un discours politique. Voilà la vision de l'UDPS. Former, informer pour que le peuple soit suffisamment éclairé par rapport à la marche du pays. Il faut reconnaître que le Congo atteint sa phase de destruction. Le Congo est en voie de disparaître. Dans un pays où il n'y a pas le respect des textes. Comment ça expliquez-vous en voie de disparaître? Dans un pays, oui, en voie de destruction. La République, c'est sa constitution. La République n'existait plus. Nous avons connu un pacte républicain, n'est-ce pas, à la sortie de Sun City. Où est passé ce pacte républicain? Ce pacte républicain s'éveille, n'est-ce pas, dans sa praxis, la beauté de la démocratie. C'est pourquoi nous avons eu les élections en 2006. C'est pourquoi nous avons eu des élections en 2011. Pourquoi nous ne devons pas avoir des élections en 2016? C'est là où on a détruit notre pacte républicain. Donc nous sommes en face, pour ne pas dire des barbares, des gangsters, qui prennent tout un peuple en otage pour leurs intérêts personnels. Donc ça nécessite un engagement. C'est là où naît le concept, n'est-ce pas, du journaliste engagé. Mais cet engagement n'est pas seulement chez les journalistes. Ça doit être, ou ça devait être, l'engagement, n'est-ce pas, de toutes les couches citoyennes, n'est-ce pas, du pays. Daniel, on a vu les obsèques de Rossi et les images choquantes de son corps qui gisait par terre. Pourquoi la mort continue-t-elle à déranger autant? Madame, je vais repartir, n'est-ce pas, de la sociologie politique. En sociologie politique, on parle de l'élément déclencheur. Que ce soit Rossi, que ce soit Etienne Tshisekedi, que ce soit les manifestations, je pense que ce sont des élémentaux qui relèvent, n'est-ce pas, des éléments déclencheurs. Ça fait peur au pouvoir. Le pouvoir s'est dit, un élément déclencheur peut tout renverser. Les jours où les Congolais se retrouveront dans la rue pour réclamer, avec un chiffre industriel, notamment 10 millions de personnes dans la rue, c'est ce jour-là le pouvoir de Kabila tombera aussi. Quand nous allons dans la rue, nous y allons à 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais madame, les jours où 10 millions de Congolais, 15 millions de Congolais vont se retrouver dans la rue pour réclamer le départ de Kabila, c'est ces mêmes jours-là où il partira. Et vous êtes de la Moukache, comme je venais de le dire tantôt, et vous aviez contesté l'élection de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, jusqu'à présent, vous êtes là, combat sur la vérité des urnes. Malgré vos contestations, Félix Tshisekedi avait prêté serment, il y a de cela 3 mois, bientôt je crois. Comment vivez-vous ces moments? Vous êtes totalement désarmé et comment trouvez-vous la situation du pays sur le plan politique après cette passation pacifique du pouvoir? Notre combat continue. Nous ne sommes pas désarmés, nous ne sommes pas désarticulés. Le combat de la Mouka, le combat des Congolais digne de ce nom, c'est le combat pour le changement. La démocratie sans laquelle il n'y a pas de développement. Ce combat-là,
vous voyez maintenant qu'il est repris à travers toute l'Afrique, en Algérie, au Soudan. C'est le même combat. Vous allez même plus loin en France avec les gilets jaunes. Oui. C'est le même combat. La bourgeoisie a dirigé pendant des siècles. Elle a rendu le peuple malheureux, pauvre. Elle l'a avili. Il est temps maintenant que le peuple se prenne en charge. Au Congo, nous avions voté par référendum une constitution. Et la constitution a fait un constat que tout le monde, nous avons approuvé, nous continuons à approuver. Que depuis son accession à l'indépendance, le Congo va de crise en crise, ce qui l'empêche de se développer. Que la cause principale de cette crise, c'est que les dirigeants que l'on met au pouvoir ne viennent pas de la volonté du peuple. C'est des dirigeants imposés. Les dernières tentatives, 2006, on nous a imposé des dirigeants. Nous avons vu ici les forts, nous avons vu ici les drones. En 2011, pareil, on nous a imposé des dirigeants. En 2018, on nous a imposé des dirigeants. Donc nous ne sommes pas dans la démocratie. Par voie de conséquence, les gens qui sont là-bas, c'est des gens imposés, vous l'avez vécu. Maintenant, ils sont même incapables d'accorder les violons pour travailler ensemble. Alors, comment trouvez-vous la situation du pays après cette passation du pouvoir? Mais la situation du pays, elle va de mal en pis. Dans tous les domaines, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé sur le plan? Les 100 jours de Fachi, on est en train de voir les infrastructures. Il y a des revendications, il y a des sanctions quand même. Il y a un tout petit changement. Un tout petit peu quand même, il faut le reconnaître. Oui, mais moi, je ne suis pas né aujourd'hui. Hein. J'ai plus de 50 ans. Quand je vois venir M. Mobutu, il commence par des infrastructures. Il construit des routes. Il lance son programme Objectif 80. Il y a Yinga, il y a Sélé, il y a. Quand Laurent Désiré Kabila vient, il y a des infrastructures. Quand Joseph Kabila vient, on nous parle de la révolution, de la modernité avec des infrastructures. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau dans tout ça? Rien. C'est du déjà vu. Oui. Vous dites que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, mais c'est pas ce qu'on voit, hein. C'est pas ce qu'on voit comme ça. Mais il paraît qu'il y a toujours ça ne va pas là, comme un bras de fer, parce qu'il semble que tout part du crash d'avion, de la logistique présidentielle. Hein. Les soupçons ont commencé entre le FCC et Cash. On accuse les FCC de vouloir déstabiliser l'action du président Félix Tshisekedi. Est-ce vrai? Vous savez, il y a eu un Antonov qui s'était écrasé dans la commune de Kimbanseke, ici à Kinshasa à l'époque. Et une semaine avant, personnellement, j'avais voyagé avec cet Antonov-là, sur Chikapa. C'est-à-dire, j'aurais retardé mon voyage. J'allais malheureusement me retrouver dans cet Antonov-là. Et on allait accuser qui? Et il y a eu un président polonais qui avait péri dans un avion pareil lors de son voyage retour sur la Pologne. Il est mort avec son épouse et pas mal de membres de son gouvernement. Il y a des bateaux qui ont chaviré dans le fleuve ici, 100, 200 morts. Bien sûr que quand un être humain disparaît, ça ne peut que consterner toute la communauté. Je pense que ceux-là que le chef de l'État
a identifié comme étant des sorciers sont à la recherche de la moindre brèche pour infiltrer. Des sorciers de votre côté comme du côté du chef de l'État, FCC cache des militants, je ne sais pas. Vous devez savoir que, vous savez, madame, les cadres du FCC qui attisaient le feu. Je crois que vous serez d'accord avec moi que le diable, il n'est jamais venu de l'enfer. Le diable est venu du paradis. C'était le premier occupant du paradis, le diable. Donc, que ce soit au FCC ou au cache, je ne pense pas que ça soit, ça ne soit que le terrier de ça. Il se pourrait que parmi nous, parce qu'autant le chef de l'État a décrié la sorcellerie qui se retrouvait en face de lui, dans le chef de ceux-là qui lui-même avait cru être des frères, à l'occasion par exemple de tout ce qui s'est passé à Genève, souvenez-vous-en. Oui. Et autant ceux qui hier étaient avec Kabila, au jour d'aujourd'hui, ils sont prêts à traiter Kabila de tous les noms. Et suivez mon regard, vous comprendrez. Et autant au jour d'aujourd'hui, le comportement de certains acteurs, mais il semble pourtant aussi essentiel, si je peux finir, pourtant essentiel dans la coalition, prouve à suffisance qu'il y a encore des petits sorciers parmi nous. Donc, c'est humain, ça fait partie de la vie. Au sein de la coalition, il existe bien des individus et un groupe d'individus qui veulent bloquer la machine. Bloquer la machine pour que le chef de l'État ne réussisse pas son mandat, afin qu'en 2023, notre parti soit sanctionné négativement par les électeurs en disant non, vous avez échoué pendant la période de 5 ans octroyée à votre président. Et ils sont dans cette démarche-là. Évidemment, on va garder ces caps. Ne vous en faites pas, Jean-Marc Kabound ne va pas du tout fléchir. Je me souviens une fois, il était à Kigali. De s'excuser, il a dit non, il ne va pas s'excuser. Pour me dire, maître, je ne veux pas fléchir. En fait, il me dit que ces gens-là pensaient qu'il serait quelqu'un de malléable et tout ça. Alors, on peut manipuler ils se sont retrouvés devant une armoire à glace et c'était difficile maintenant pour eux de contourner le président Kabound. Renovac, c'était un parti du pouvoir à l'époque. Renovac, même actuellement, il est au FCC. Il est au FCC, mais j'étais allé au PDC à l'opposition. Vous avez commencé au pouvoir et puis vous êtes allé à l'opposition. Oui, parce que moi, le plus important... Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'opposition, il n'y avait pas d'avenir. Vous étiez déçu ou comment? Je vous ai dit tantôt, je ne veux pas pour le beaux yeux d'un leader. Moi, je m'engage en politique pour exprimer mes ambitions et pour un combat idéal, le changement. Vous savez, quand vous engagez en politique, vous engagez pour améliorer la vie de vos concitoyens. Je ne m'engage pas parce que Mme Pochot a un parti politique et parce que Mme Pochot peut me donner des moyens, je sais pas par quoi. là, vous voulez dire que non, là-bas... Non, j'ai estimé que j'avais plus ma place là-bas. J'ai estimé que j'ai plus ma place là-bas. Mais maintenant, vous soutenez donc Bienvenue Biota avec le FCC et vous dites qu'il n'y a pas eu d'avenir chez vous là-bas, donc chez Ndundu, et puis que vous étiez déçu à l'opposition. Cela ne prouve-t-il pas que vous manquez d'idéal politique? Justement, je suis parti parce que j'ai un idéal. Vous avez trop changé quand même. Moi, je vous ai dit tantôt et je répète, mon premier parti politique, c'est ma patrie. Je viens parce qu'il y a un projet. J'adhère parce qu'il y a une vision. Et du moment où je vois que cette vision est détournée pour des raisons personnelles, pour des intérêts, dirais-je, familiales, je pars parce que je pense qu'il n'y a plus d'idéal. Je n'adhère pas par le plaisir de bosser d'un leader politique. Mais qu'est-ce qui vous a plus déçu à l'opposition? Madame, je ne suis pas venu ici pour parler de l'opposition. C'est votre parcours, Oui, mais on est en train de parler. Mais je vous ai dit, il faut parler du passé et puis on parlera. Oui, mais moi, le double langage, j'accepte pas le double langage en politique. Vous dites autre chose dans la population, vous faites autre chose la nuit, moi je n'accepte pas. Yedidia, vous êtes étudiant et vous venez de fabriquer un emballage biodégradable en papier. Mais bien avant, pouvez-vous tout d'abord nous parler de votre formation académique? Alors, je suis un étudiant de l'ISP Tekin, voilà, en électronique.
Et je suis aussi un chercheur, voilà, qui se concentre... Un chercheur en plus, un inventeur. Voilà, inventeur, chercheur. Oui. Et je me concentre sur tout ce qui est technologique, mais aussi sur tout ce qui peut apporter un truc de nouveau, en fait. Donc, ben voilà. Vous voyez, je vois même la couture, voilà, dessus, voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, avec tout ce que j'avais comme expertise... C'est avec manche, hein? Oui, il y en a aussi avec manche, bien sûr. Oui. Voilà. Ah non, là, il n'y a pas de manche, hein? Non. Mais il y en a aussi avec manche, oui. Oui, il y en a aussi avec manche, bien sûr. Oui. Il y a ça, par exemple. Voilà. Ça, c'est notre grand format qui peut supporter jusqu'à 16 kg. Jusqu'à 16 kg, voilà. Oui. Voilà. Et puis, il y a notre petit format. Voilà. Ça peut supporter jusqu'à 8 kg. À 8 kg. À 8 kg, voilà. Ah, ok. Mais ça, c'est simplement les formes. Ça, c'est simplement nos mesures. Mais, par exemple, on peut fabriquer d'autres mesures. D'autres mesures. Donc, c'est-à-dire que vous nous signifiez, on a besoin de tel volume d'emballage. Alors nous, avec notre équipe... Donc vous êtes sûr qu'ailleurs on n'en trouve pas, il n'y a pas de copie. Non. Donc, parce que les Congolais sont vraiment professionnels en copie, hein, et puis ils copient mal en plus. Très mal. Et donc voilà. Alors je crois que non. Alors c'est une première. Ça c'est une première. On ne doit pas badiner avec le secteur de l'urbanisme. C'est parce que ça touche directement à la vie. Si on veut aller faire des descentes sur terrain... Donc on ne peut pas espérer quelque chose alors, vu qu'il n'y avait pas des experts en Madame, la matière. Il n'y a rien, presque rien. Ça dure quoi? Il n'y a rien là. Qu'est-ce que vous pouvez espérer? C'est qu'il est allé sur terrain. J'ai suivi qu'est-ce qu'il a fait. Le 15, le dimanche là, il a fait des tours pour identifier des sites où on doit aller loger ces gens-là. Ce n'est pas pour la première fois. J'en avais dit au gouverneur Kimbuta à l'époque. Le gouverneur Kimbuta, c'est dans les cadres de visibilité. La visibilité tout simplement. Parce qu'on ne va pas résoudre le problème. Je vous donne une petite histoire par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui aux inondations. Ce n'est pas pour la première fois. En 2008, le gouverneur Kimbuta avait chassé les gens qui occupaient des Pakadjouma, tous ces sinistrés là. On les a amenés à l'est de la ville de Kinshasa. On les a donné un endroit qui n'était pas préparé. La trame n'était pas préparée, la trame n'était pas viabilisée. Donc ils ont la zamba, balongo liba tuna centre-ville, on a zamba. Mais comment est-ce que ces gens là vont vivre? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Or ces gens là, ils étaient ici tout près des centres-villes. Même ici, ils sont aux alentours de la rivière Makelele, à 30 minutes, il peut se retrouver en ville. Mais vous lui amenez trop loin là-bas, avec les sauts des moutons. Or, chaque jour, il travaille en ville. Chaque jour, tous les équipements collectifs sont concentrés à ville. Ça fait appel aux gens. Ils viennent toujours là. Qu'est-ce qui s'était passé? 3 mois seulement, après avoir placé ces gens-là à l'est, tous, ils étaient revenus ici. C'est un corps qui a fait 10 ans en Belgique, parce qu'à l'époque, les gens disaient qu'on avait déjà enterré à Bruxelles. Que pensez-vous de ces débats là maintenant? Ah oui, hein, c'est un débat qui était tellement politique. C'est un débat politique. Vous savez, en politique, on dit qu'on ne se fait pas de cadeaux. On ne se fait pas vraiment de cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, on les contextes dans lesquels il est décédé, c'était une mort naturelle, mais dans un contexte purement politique, il y avait un dialogue qui s'était né au niveau du centre interdiocésain sous les auspices de la Cinco. À l'époque, le dialogue n'avait pas encore livré, il n'y avait pas encore des conclusions par rapport à ce dialogue, il n'y avait pas encore d'accord, ainsi de suite. Et les pouvoirs de Kabila et l'opposition étaient là à couteau tiré par rapport au partage des postes, parce qu'il fallait nommer notre Premier ministre en remplacement de Sami Badibanga, qui était là à l'issue du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Et c'est dans ce contexte que Etienne Tshisekedi est décédé. Et dans ce contexte, est-ce qu'il fallait ramener tout de suite les corps à Kinshasa? C'était la question. À cette époque, le parti voulait qu'on amène le corps à Kinshasa. Et je pense qu'au niveau du pouvoir de Kabila, il y a eu une certaine clairvoyance, parce qu'ils avaient évité que le corps d'une personnalité populaire de la Kaby de Tshisekedi arrive dans ce contexte au pays. On a géré cette affaire et le corps n'est pas arrivé. Mais avec le débat qui a été soulevé par la suite par rapport à l'enterrement. À l'enterrement, parce qu'on a vu même, il y a eu des photos, mais sur Facebook, non, il a été déjà enterré. Justement, on a vu des photos dans les réseaux sociaux, avec des photos, une tombe qui était attribuée à Etienne Tshisekedi. Et avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est tout simplement dire qu'il y a eu un mensonge quelque part.
tout simplement dire qu'il y a eu un mensonge quelque part, un mensonge de la part de ceux qui disaient qu'il avait été enterré au niveau de Bruxelles. Oui. Il faut maintenant les identifier pour savoir pourquoi ils disaient cette manière. Ils disaient qu'il avait été enterré. Est-ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui qu'il a été déterré oui. pour que son corps soit rapatrié à Kinshasa? Je pense jusqu'aujourd'hui, j'ai cherché à entendre quelqu'un dire qu'il avait été déterré. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu une telle déclaration dans les médias, encore moins dans les réseaux sociaux. Je dis tout simplement qu'il y a eu un mensonge. Un mensonge. Alors, un mensonge. Juste pour déstabiliser, je ne sais pas. Pour ne pas faire de cadeaux en politique. Oui. C'est dire tout simplement que la population congolaise doit retenir que de tous les politiciens qu'il y a aujourd'hui au pays, qu'ils soient de l'opposition, du pouvoir, et souvent au niveau de la politique, il y a beaucoup de mensonges. Les rétroviseurs, comme par après, ça sert à quelque chose. Il faut voir aussi, regarder, faire une rétrospection. Oui, parce que quand quelqu'un il vous cogne par derrière, il est fautif. Mais quand vous cognez par devant, hein, vous êtes fautif. Et le président de la République, il sait que les choses, l'État qu'il a pris le pays, en total délabrement, il doit s'occuper plus. N'empêche quand même quand il y a ça ne va pas. N'empêche quand même quand ça ne va pas, le président de la République doit agir. Comme là vous venez de dire la permutation de bourgmestre, tout ça, des nominations, ben voilà, et ça va à l'encontre de la Constitution, mais le président doit quand même réagir. Ce ne sont pas de balivernes, ce ne sont pas du n'importe quoi. Ça engage le pays. Le chef de l'État, il a pris d'abord une méthodologie, une pédagogie, la conscientisation du comportement de l'homme. C'est ce qu'il dit, changement de mentalité. Changement de mentalité. Le changement de mentalité veut dire que Joseph Kabila n'a pas pu changer. Chacun c'est pas facile. Hein? Doit d'abord changer par son comportement. C'est ça, sa pédagogie. Mais pour changer aussi, il faut avoir la volonté. Après demain, il faut qu'il y ait une volonté. Après demain, il va prendre les bâtons, la chicotte. Alors, vous faites violence, vous entravez la Constitution, vous êtes arrêté. C'est l'enseignement des bases qui pose un problème sérieux. Comment expliquez-nous à l'époque quand on filme les étudiants, il a fallu, l'enseignant vous pose la question, il vous dit que vous êtes en train d'écrire et vous imaginez que vous passez les examens main levée. Je me souviens, permettez-moi de le citer, le professeur Diour nous donnait le cours des relations internationales. Vous imaginez qu'en G1, au niveau du premier graduat, il vous dit que vous avez un examen de 20 minutes. Il dicte les questions, il pose des questions, vous avez la main levée. Et après avoir posé la question, à l'école, il vous dit, répondez pendant 5 minutes. Et 10 questions, vous avez 45 minutes pour terminer 10 questions. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ça aux étudiants? Vous êtes obligé d'atteindre 32 heures du temps de l'examen, comme c'est prévu dans le Vademecum, vous êtes obligé de faire le 2 heures. Mais à l'époque, vous êtes obligé de travailler votre cerveau. Et dans un état où le cerveau n'est pas mis en exergue comme élément à maximiser, c'est un problème. Alors le support devient indispensable. Le support devient indispensable. Alors, mais pourquoi ça devient obligatoire chez certains professeurs? Madame. Donc, lorsque un étudiant n'a pas son support, peut-être le professeur dira qu'il n'a pas droit à participer dans son cours. Et puis, voilà, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas. Ou ceux qui ont des syllabus sont peut-être dispensés. Ils ont 2 points, ils ont droit à un recours, tout ça. Je ne sais pas si ça s'est fait ailleurs, mais chez nous, particulièrement dans ma faculté de sciences sociales, politiques et administratives, je suis du département de relations internationales, et je ne pense pas qu'on oblige les étudiants d'en acheter. Mais nous pensons, moi si je voulais réfléchir à la place des enseignants qui font cela, je pense qu'ils n'ont pas totalement tort. Vous savez, dans des États organisés, vous allez voir que l'étudiant n'a pas le droit de prendre le support entre les mains de professeurs. Le support est obligatoire, mais inclus par les frais académiques. Parce que vous avez annoncé le retour de Joseph Kabila pour 2023, le PPR de votre parti. Nous ne l'avons pas dit ainsi. Est-ce que c'est possible que nous puissions dire exactement ce que nous avions dit à Lumbashi? Nous avions annoncé le retour. Le retour, oui.
de Joseph Kabila sur le plan politique. Sur le plan politique. Donc nous n'avions pas parlé de 2023. J'ai la communication avec moi. Et bon, je sais qu'à Kinshasa aussi on aime beaucoup la polémique, mais il faut éviter toujours de faire un saut dans le vide, de polémiquer sur quelque chose qui n'existe pas. Il est important que par moment on puisse parler des choses qui existent réellement. Et ce qui existe réellement, c'est qu'il a été annoncé à cette matinée politique de Lubumbashi, le retour politique de Joseph Kabila. C'est-à-dire qu'il va être dans les jours qui suivent très actif politiquement et à la tête et du PPRD et du FCC comme autorité morale. Nous l'avons toujours dit. Et je ne crois pas qu'on puisse empêcher ça à quelqu'un d'autre, et surtout pas à Joseph Kabila. Je crois qu'il jouit encore de tous ses droits civiques et politiques. Et il ne sera pas candidat en 2023 ? Non, je crois que c'est encore prématuré. Aujourd'hui, nous ne parlons pas encore des élections de 2023. Vous savez, nous avons eu un candidat en 2018. Et à cette matinée, nous avons fait l'évaluation. Et nous pensons qu'il ne faut pas trop parler des candidatures tous les jours. Mais lorsque l'on a été candidat à une échéance et que les résultats ont été ce que vous avez connu, il faut à un certain moment marquer les pas et savoir faire l'évaluation pour réajuster les tirs. Je crois que c'est ce que nous avons fait à Lubumbashi en faisant ce diagnostic politique pour le PPRD sur le plan interne et sur le plan externe. Eh bien, lorsque vous avez annoncé le retour de Joseph Kabila, les gens ont quand même paniqué. Oui, je sais que beaucoup ont la phobie de Joseph Kabila. Beaucoup ont la peur de Joseph Kabila. Lorsque l'on parle de Joseph Kabila, il y a des gens qui se sentent allumés directement. Bon, c'est leur problème, mais ils doivent savoir que Joseph Kabila est encore sur la scène politique et il reste incontournable. Puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui a la majorité parlementaire. Et comme vous le savez, nous sommes dans un système semi-présidentiel, donc cette forme de l'État impose nécessairement à tout dirigeant du pays de composer avec la majorité parlementaire que détient aujourd'hui Joseph Kabila comme autorité morale du FCC. Jusque-là, vous ne sentez pas la beauté de la démocratie. Vous sentez entre eux comment ils s'entretuent. De l'autre côté, c'est là qu'ils se disent nous sommes des Chine à Rambo, Koto, Fati Béton. Donc, devant une telle dichotomie, nous ne voyons pas l'intérêt du pays. Mais nous assistons à l'intérêt de l'alliance, à l'intérêt de l'accord. Mais nous voudrions qu'au-delà de l'intérêt de l'accord, au-delà de l'alliance qui unit Fati Béton et Chine à Rambo, voilà les gens qui nous dirigent. Vous voyez les noms? Fati Béton. Le discours du chef de l'État à l'ONU, on en parle. Alors, dites-nous, Monsieur Mankalibi, de manière générale, que pensez-vous du discours du chef de l'État à l'ONU? Bon, sincèrement, j'ai aimé. J'ai aimé ce qu'il a eu à dire même par rapport aux troupes des Nations Unies, de la MONUSCO qui se trouve au Congo. Parce qu'ils devaient quand même changer leur statut. Parce qu'il n'est pas normal dans un pays où ils sont plus de 17 000 et que les problèmes à l'Est demeurent. Dans ce cas-là, je ne dis pas qu'ils sont complices. Oui, ils sont complices. Ou ils sont en train de gérer une situation que nous ne maîtrisons pas. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'ils sont là. Ouais. Normalement, 17 000 hommes avec tout ce qu'ils ont comme équipement. Ils sont là pour la stabilité, mais il n'y a toujours pas de stabilité. Où c'est mieux qu'ils partent, s'ils n'arrivent pas à maîtriser la situation. Parce qu'aujourd'hui, la réalité de la guerre du Congo, on sait, à l'est du Congo, c'est le Rwanda. Parce qu'on a affaire à des rebelles rwandais qui ne font jamais les désordres au Rwanda, mais viennent de faire dans notre pays. Et ils les connaissent. Alors pourquoi ne pas inquiéter Kagame aussi? Moi je crois que la finalité ça va être ça. Nous on n'est pas contre les Rwandais. C'est un pays voisin, les Rwandais sont nos frères, nous l'acceptons, mais ils doivent arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont leur territoire, nous on a nos territoires. Parce que là déjà on voit dans certaines images où ils mettent déjà en projection des photos où une partie du Congo, entre autres le Goma, se trouve dans leur territoire. Ça ne marchera pas. De la même manière qu'ils sont en train d'enseigner leurs enfants, nous aussi on va préparer nos enfants. À savoir que voilà, le Congo, c'est 2 millions 300 a quand même duré, ça a quand même, il y a eu plusieurs morts et jusque-là on n'en parle pas vraiment. Et le président rwandais était là aussi, Kagame était là. Jusque-là. Bon, je crois qu'il y a aujourd'hui le point par rapport à la situation du Congo. On est en train de répéter le même chose tous les jours, mais il n'y a toujours pas de changement. C'est à nous-mêmes. Vous trouvez cela normal? Nous sommes dans un pays où on est en train de violer, tuer nos frères à l'Est. À Kinshasa, les bars s'ouvrent. C'est comme si la mort est devenue normale. Les bars s'ouvrent 7 sur 7. Pour dire qu'on ne compatit même pas.
ce qui n'est pas normal. Donc on est arrivé à un niveau où les politiques doivent arriver à savoir, les sens se faire en sorte que nous, qui sommes dans des zones où il n'y a pas de guerre, on doit compatir avec les autres. Pour dire qu'il y a des activités où il faut arriver à les gérer autrement. Bien, c'était là le rétro de votre magazine Tac au Tac. Si vous avez des suggestions, appelez-nous, écrivez-nous sur notre page Facebook et surtout, continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être à la page sur tout ce qui se passe. Au revoir et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Tac au Tac Magazine 2020. D'ici là, portez-vous bien et bonne année 2020. Fini la trêve et elle revient devant vos écrans. Nicole Pochot avec le magazine Tac au Tac. Vous êtes nombreux à suivre le magazine Tac au Tac. Merci de votre fidélité. Tac au Tac passe au crible la situation sociopolitique et culturelle de l'heure. Vous êtes professeur d'université, élite, homme politique, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac. Tac au Tac, le professionnalisme, l'art de savoir communiquer et relever son pays. Proposer des solutions pour le développement du pays.